Lors du précédent épisode consacré à l'œuvre de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, j'ai essayé de vous retranscrire le plus fidèlement possible les processus mis en place, les enjeux et les conséquences de la démobilisation des soldats français à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, donc je vous remercie chaleureusement pour vos retours, et j'en profite pour redire un énorme merci à Cédric de la chaîne Aurore Humanum Est pour sa participation. Même si je ne me suis focalisé que sur la démobilisation française, on peut évidemment aussi s'interroger sur celle des autres pays, et en premier lieu, celle de l'Allemagne. Outre le fait que ce pays fut l'un des grands belligérants du conflit, vous n'ignorez pas la suite des événements pour nos voisins d'outre-Rhin, d'importantes difficultés politiques et économiques qui mèneront finalement à l'avènement du nazisme. Aujourd'hui, dans une courte vidéo, je voulais donc répondre avec vous à la question suivante. Comment la démobilisation allemande a-t-elle influencé l'avenir du pays? L'armistice et le cataclysme de la défaite participent pleinement aux troubles politiques qui frappent l'Allemagne au début du mois de novembre 1918. L'empereur Guillaume II a abdiqué 3 jours plus tôt, entraînant la chute du Reich, et 2 révolutions, une populaire et modérée dite de novembre et une des communistes dite spartakistes, sont en cours dans le pays. La défaite est alors accueillie avec une grande stupeur. Les Allemands ont débuté le conflit sûrs de leur force, en entendant pendant 4 ans que la victoire était proche. Ils ont remporté la guerre à l'est sur la Russie, et au printemps 1918, ils sont à 2 doigts de remporter le conflit à l'ouest également. Bref, tous ces éléments expliquent pourquoi les Allemands ne comprennent pas cette défaite, et d'autant plus les termes de l'armistice qui annulent la victoire allemande à l'est. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un État allemand en pleine déliquescence, l'armée n'a plus les moyens d'organiser une véritable démobilisation. On assiste davantage en quelques semaines à une dissolution. Les soldats rentrent chez eux à pied depuis le front, avec leur uniforme et leurs armes. Comme je vous l'ai précédemment expliqué, la démobilisation des Français est longue et fastidieuse. Mais elle est importante car l'homme dépose symboliquement son habit de soldat pour revêtir de nouveau celui de civil. La démobilisation est donc un phénomène pratique, mais aussi un phénomène psychologique. Pour les Allemands qui ne rencontrent pas ces sas de décompression, le soldat reste un soldat. Il ramène avec lui son uniforme et surtout ses armes. Près de 10 millions d'entre elles vont alors circuler en Allemagne. Les 2 millions de soldats allemands qui rentrent dans leur pays avec des sentiments mêlés de déception et d'injustice ne veulent pas rentrer la tête basse et être confrontés au jugement de la population. C'est alors que se déroule un événement extraordinaire. Les 2 révolutions allemandes ayant condamné Guillaume II comme le responsable unique de la défaite, les soldats sont accueillis à Berlin par une population qui les acclame, qui ne les accuse pas, qui ne les blâme pas. Le chancelier Ebert prononce même cette phrase. « Je vous salue, vous, soldats qui rentrez invaincus du champ de bataille. » Là se cristallise alors un paradoxe essentiel pour comprendre les 30 prochaines années de l'histoire de l'Allemagne. Les Allemands ont perdu, mais ils sont invaincus. Et de fait, si le traité de Versailles acte la capitulation allemande, les soldats alliés n'ont jamais pénétré physiquement le territoire du Reich. Il n'y a donc pas d'impression de défaite. Un sentiment va alors naître chez les anciens combattants et dans la population. Nous avons perdu la guerre, mais pas la bataille. Si ce n'est les soldats, qui est donc responsable de la défaite? Les révolutionnaires ayant provoqué un changement politique vont être accusés, puis évidemment les juifs, perçus comme des profiteurs de guerre. C'est la naissance du mythe du coup de poignard dans le dos, qui aurait déstabilisé l'Allemagne à l'arrière, conduit à sa perte et donc à la défaite. Les anciens combattants se réunissent au sein des corps francs, ces milices d'extrême droite dans lesquelles les soldats, en uniforme et avec leurs armes de guerre, continuent le conflit, d'abord à l'est contre les communistes, puis dans leur pays, en matant les différentes révolutions qui éclatent localement. L'absence de démobilisation en Allemagne se caractérise donc par une poursuite de la guerre, provoquant un chaos d'une violence extrême dans le pays jusqu'en 1923. Ce n'est pas un hasard si la période entre 1923 et 1939, où l'Allemagne cognait de nouveau une certaine stabilité, est appelée par les nazis l'apparent silence des armes. Si l'on y ajoute leur conception du traité de Versailles, qu'ils considèrent comme une continuation de la guerre par d'autres moyens, alors on comprend que ces 3 décennies entre 1914 et 1945 ne constituent pour eux qu'une seule et même guerre.
Enfin, posons-nous la question du deuil chez les familles allemandes. Comment peuvent-elles l'accepter alors que les disparus atteignent le chiffre démentiel de 2,5 millions, soit près de 1600 morts par jour pendant 4 ans? Les Allemands rencontrent un vrai problème de justification de la mort, de raison à apporter au deuil. D'autant plus pour les jeunes, les enfants, qui étaient l'une des cibles principales de la propagande de guerre et qui se retrouvent déboussolés par cette défaite. Les nazis, portés par les anciens combattants, vont alors apporter une manière de faire le deuil de la mort de masse. Non, tous ces gens ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour l'Allemagne. Et l'Allemagne, ce n'est ni le Kaiser, ni l'Église, ni le Code civil, c'est la race. Ainsi, par cette justification, des millions de jeunes Allemands vont trouver un nouveau sens dans la mort de leur père, de leurs frères, de leurs cousins. Si les grands chefs du NSDAP sont effectivement d'anciens combattants, les cadres qui ont pensé et mis en application la future destruction des Juifs d'Europe appartiennent largement à la Kriegsjugendgeneration. Cette génération qui a vécu dans son enfance la guerre depuis l'arrière et qui en garde le souvenir des privations et de l'injustice. C'est en partie grâce au terreau fertile de jeunes hommes et d'anciens combattants démobilisés que le nazisme pourra se développer en Allemagne et plonger l'Europe dans une destruction pire encore que la Grande Guerre. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce petit bonus. Pour me soutenir, c'est très simple, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la chaîne sur les réseaux sociaux et à vous abonner à Analepse. Sur ce, portez-vous bien, à bientôt.